Journal de l'abbé Munier, 1881, 5 janvier. L'ex-général Eudes de la Commune assistait et présidait aux obsèques de Blanqui. Eudes, qui nous a délivré si joliment un laissez-passer à Issy en 1871. Je me souviens bien de cette matinée. C'était le mercredi 5 avril, je crois, où nous partîmes du séminaire. J'avais repris l'habit laïque, mais j'emportais un gros paquet de soutanes et de rabats. À la barrière, je n'eus qu'à ouvrir ce clérical fardeau. Quelle animation il y avait alors à Issy. Cette matinée était, si je m'en souviens bien, claire et chaude. J'emportais la connaissance de Dieu et de soi-même de Bossuet. On criait, je crois, dans la rue Vaugirard, l'arrestation du citoyen d'Arbois. J'allais retrouver mon petit nid de la rue de Rennes et mon église de bois. Cette église qui vibrait avec toutes ses vitres au passage des voitures. J'ai passé là, rue de Rennes, près de la gare Montparnasse, le siège et la commune. Le siège, avec son hiver terrible, et ses obus plus terribles encore. La commune, avec ses manifestations écarlates. 21 janvier. Les élections municipales du 9 janvier 1881 ont été généralement républicaines dans le sens opportuniste. C'est un prélude aux élections législatives qui cloront l'année. Nous marchons donc à la République définitive, des républicains dans les communes, des républicains dans les chambres. De tous les scrutins de ville et de campagne sort la République, 9 conseillers municipaux conservateurs à Paris. « 1884, 3 juillet. La race des apologistes chrétiens est épuisée. La religion qui avait au commencement de ce siècle des défenseurs comme de Maistre, Chateaubriand, Lamennais, Lacordaire, Montalembert et d'autres, n'a maintenant de soutien que Monseigneur Frepel, de Broglie, de Chesnelong. Il y a quelques prêtres, quelques laïcs distingués, pas un génie qui écrive et qui parle. Nous sommes singulièrement éprouvés. Victor Hugo et Ernest Renan, le poète,
et le philosophe. Dresse contre nos doctrines tout le prestige du style et de la gloire. Battus par les écrivains, nous sommes par la politique également battus. L'heure est à l'épreuve et à la stérilité. Pendant les vacances, je prends toujours des résolutions pour le reste de l'année. Ces résolutions nouvelles, je veux les tenir et je les tiendrai. Être habituellement grave et doux, modéré, ma gaieté, mes saillies, mon enthousiasme. 2. Rester le moins de temps possible à la sacristie. La sacristie me fait déchoir intellectuellement, moralement. J'y tiens des conversations. J'y prends des attitudes dont la dignité sacerdotale a nécessairement à souffrir. Par conséquent, m'occuper de choses urgentes quand je m'y trouve, y faire ma correspondance, y avoir plume, papier, enveloppe, en crier à mon usage. Le mardi surtout, jour de garde, recourir à ce moyen. Ne jamais arriver avant l'heure à ma messe, afin d'éviter la tentation. 3. Me lever assez tôt pour être au travail dès 7 heures, déjeuner à 11 heures, faire une promenade, boulevard des Invalides, Odéon, Luxembourg, Tuileries, être à mon bureau à 2 heures, de 2 heures à 6 heures, travail acharné, dîner, puis promenade au même lieu, ne pas travailler à la lumière ou ranger, me coucher entre 9 et 10 heures. 4. Le mardi, même règlement le matin, à la sacristie écrire mes lettres ou lire quelques auteurs de spiritualité. Le dimanche, rester chez moi jusqu'à vêpres. 5. Sans être coquet, tenir davantage à la correction de la tenue. Soutane, douillette, chapeau, être propre, faire plus souvent ma barbe, ne pas marcher comme un fou dans les rues. 6. M'exercer à la prédication. Éviter mes très considérables défauts. Je multiplie les gestes à l'excès. Je lève la main au-dessus de ma tête. Je m'agite trop. Me calmer, me posséder. Allez, doucement. 7. Ne jamais commencer un livre sans l'achever. Je n'ai commencé un si grand nombre. Je l'ai achevé si peu.
Courir de livre en livre, c'est entretenir en moi je ne sais quel maladif défaut de suite. Ne pas ajourner la lecture du journal quotidien, lire vite et prendre note sur le champ pour jeter au panier la feuille publique. Je lis Paroles d'un croyant. Si Lamennais y déclame contre les rois qui abusent de leur sceptre, il recommande aux petits de s'unir entre eux pour renverser les oppresseurs, de s'aimer, de croire en Dieu, en la providence, en l'efficacité de la prière. Dites, si vous le voulez, que le croyant prêche la révolution, mais il ne la prêche que fondée sur la justice et la charité. Et il la justifie et la conserve au nom de l'Évangile. L'Amen. C'est Clémenceau plus l'Évangile. 9 juillet. Excellente et surprenante l'initiative du député avironnais Joseph de Fabre. L'endroit de Jeanne d'Arc. 250 députés républicains ont signé une proposition de loi qui tendrait à instituer une seconde fête nationale le 8 mai. Et c'est la pucelle qui en serait l'objet. 16 juillet. Oh, que je me serais bien entendu avec Maurice de Guérin. C'est une âme qui s'emboîte merveilleusement dans la mienne. Je lis son journal. Cette Chenay était un nid d'aiglons. Il y avait de plus grands hommes réunis sous l'aile de Lamennais que dans 2 ou 3 générations de Saint-Sulpice. Mon âme se retrouve et se mire dans l'âme de Guérin. J'ai rêvé mon identification avec la nature. J'ai essayé en maintes pages de la décrire avec un scrupule amoureux. Je me suis, comme le frère d'Eugénie, défié de moi-même, me trouvant inférieur à mes désirs. J'ai horriblement souffert de l'état confus de mon intelligence. Ah, si j'avais rencontré un Maurice qui eût été un autre moi-même, Maurice lit à la Chenay, Bernardin de Saint-Pierre, Homère, Hugo, etc., à la bonne heure. Et moi, dont la jeunesse lévitique pâlissait sur les instructions de monseigneur Bouvier. Entré en décembre 1832, Maurice quitte la Chenay en septembre 1833,
Les persécutions contraignent Monsieur Félix de se mettre au dehors de toute congrégation, l'amenait blessé et s'efforçant de fermer ses blessures. Ah, si j'avais vécu en 1831, 1832, je me serais arrêté sous la bannière de l'oracle de la Chênaie, sauf à le quitter après condamnation. Mais en poursuivant M. Félix de mon impérissable vénération. Mais en avril 1871, il n'y avait pas de Chênaie, et Saint-Sulpice ne ressemblait guère au manoir breton. Où le Congrès s'est réuni à Versailles. La première séance a été orageuse. Les journaux parlent de chahut et de boucan. Le Royer est président du Congrès. Que sortira-t-il de ce tapage? Des députés et des sénateurs réunis en Assemblée nationale. 11 août. Le Congrès de Versailles continue. Monsieur Bochet a lu une déclaration mélancolique au nom des Orléans. En vérité, la monarchie ne sortira pas de l'Assemblée nationale. La République est maîtresse de l'avenir. La droite peut se dire vaincue, écrasée, anéantie. Août. Monsieur de Falloux vient d'écrire dans Le Correspondant un article très courageux à propos de la vie de Monseigneur du Panloup. Il tonne une dernière fois et avec une vigueur extrême contre l'univers et l'école de Veuillot. 29 août. En Chine, l'amiral Courbet couvre de gloire le drapeau français. Les exploits du fleuve Mine nous consolent un peu de nos antiques revers. L'escadre de notre amiral a raison des navires de guerre, des canonnières et des jonques. Courbet poursuivra la lutte jusqu'à ce que la cour de Pékin se prononce. Le ministère Ferry recevra comme contre-coup un éclat nouveau et une chance plus sérieuse de durer. En vérité, la Providence bénit les armes républicaines. 7 septembre. On a inauguré à la Motte Saint-Hérère un monument à la mémoire de l'abbé Gelais, député du clergé poitevin aux États généraux de 1789. Monsieur Antonin Proust, ancien ministre de Gambetta, a présidé et a parlé. L'abbé Gelais a été l'un des premiers à prendre parti pour le tiers-état. Le journal Le Temps écrit ces lignes.
la paix entre la République et l'Église serait vite faite si nous avions beaucoup de successeurs de l'abbé Jallet dans le clergé français. Il faut espérer que cela viendra, car il semble que les préjugés du clergé à l'égard des principes de 89 et du régime politique qui est la consécration de ces principes tendent plutôt à s'affaiblir qu'à s'accroître. Inutile de dire que le clergé, et même l'évêque Belleau de Minières, se sont abstenus. Il n'y a pas de place pour les prêtres républicains dans l'Église de France telle que l'univers l'a défiguré. Monsieur l'abbé Chaillot me disait encore ce matin tout le mal que les jésuites ont fait depuis 1815, me disait-il. Les jésuites n'ont pas produit un livre marquant. Ils n'ont eu ni un saint, ni un martyr missionnaire. Il m'a cité le mot de Disraeli. Cet ordre a été fondé par les Juifs espagnols qui voulaient remettre le trouble dans l'Église. Ils ont empoisonné l'Évangile à petite dose. « 5 octobre. La trappe. J'y suis, enfin. J'ai été de l'Aigle à la Trappe à pied. Un bon frère, tout de brun vêtu et fort courbé, m'a dit, en m'amenant à l'hostellerie, « Les jésuites savent tant, sauvent tant d'âmes. Les jésuites sauvent tant d'âmes. » Et moi de répondre, vous en sauvez beaucoup. Et lui, mais ça ne se voit pas tant. Les trappistes, après avoir été expulsés, sont rentrés sans faire de bruit. Ils sont convaincus qu'on ne leur en veut pas. Il n'y a pas une heure que je suis à la trappe. Et déjà, frères ou pères ont eu le temps de me parler du libéralisme, de Montalembert, de Dupanloup et du gouvernement. Le frère hôtelier a du bon sens. Il m'a dit qu'Henri V a commis une sottise en s'accrochant au drapeau blanc et qu'au fond, il préférait vivre en exil avec sa bonne femme. « 7 octobre. Je viens de présenter mes respects au révérendissime abbé, dont Étienne a un beau front, barbe et moustache noire. Il est méridional. Il m'a dit que Saint-Sulpice était tout-puissant à Rome. Il m'a dit que monsieur de Rancé était janséniste comme on est libéral aujourd'hui. Dans 100 ans, m'a dit l'abbé, on parlera du libéralisme
comme du jansénisme. La vie de Rancé, par Chateaubriand, est un misérable roman, m'a-t-il dit. Il m'a dit encore que depuis la Révolution, il y a une telle fièvre dans les esprits qu'on ne sait plus se taire et que, quand on a une idée, on veut la dire et que, par conséquent, le vent ne souffle plus aux ordres contemplatifs. On veut agir. Dans l'antichambre du père abbé, j'ai vu et lu un sonnet par Monsieur de Rancé, abbé de la Trappe, qui se termine par ce vers. Vivre, sans vivre en saint, c'est vivre en insensé. Ainsi, en quelques mois, j'ai traîné ma pauvre soutane à la Chenaie, à Port-Royal, à la Trappe, partout des bois et des étangs. Mais la Chenaie n'est plus qu'une habitation privée et Port-Royal un souvenir. Seule la Trappe subsiste et l'on y prie l'œuvre d'Arnaud et de Lamennais à passer. La réforme de Rancé subsiste. La pénitence et le travail manuel ont des chances de durée que ne comporte pas la vie de l'esprit. Les trappistes sont debout sous la République de Jules Grévy, comme ils étaient debout sous la monarchie de Louis XIV. 8 octobre. Je lis La vie de Rancé par Chateaubriand. Ce livre procède par bonds et saccades. Ce n'est plus la suite harmonieuse des martyrs. Imagination risquée. Il y a du Veuillot et du Hugo dans ce Chateaubriand du déclin. Il vise à l'originalité et de grands coups de plume. Il devient excentrique. Mais se rencontrent des éclairs et justement des grands coups de plume et d'ailes. J'entends tous les soirs le Salve Regina dans l'église à peine éclairée. Cœur de voix virile. Je ne suis pas touché, ému cependant, plus pieux, je le serai sans doute. Dans ma chambre, outre le crucifix, 2 images, celle du Sacré-Cœur de Jésus et celle de l'intérieur de Marie. En entrant lundi à la Trappe, j'ai vu une statue du Sacré-Cœur. La Trappe, elle non plus, n'échappe pas aux déviations du temps.
Non. Je ne me ferai pas trappiste. C'est trop dur. Je ne me sens pas le courage nécessaire. Et cependant, qu'on t'en croit ardemment à la brièveté de la vie et à l'immortalité de l'âme, la logique vous pousserait là